Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. L'arrivée du pape François au Soudan du Sud. Ce vendredi, le souverain pontife a poursuivi sa tournée africaine à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Dans ce pays à majorité chrétienne, l'Église joue un rôle important, celui de ramener la paix après des années de conflits interethniques. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire du pays a poussé près de 8700 Burkinabés à fuir vers la Côte d'Ivoire. En réponse, le gouvernement ivoirien prévoit la mise en place d'un dispositif d'assistance humanitaire, de sécurisation et de surveillance des zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Et après Bordeaux et Abidjan, la capitale camerounaise Yaoundé s'apprête à accueillir l'exposition mémoriale au récit d'une autre histoire. Dans cette exposition, 17 femmes artistes offrent au grand public un regard sur les fléaux sociaux de leur communauté. Et l'actualité du jour est marquée par l'arrivée du pape au Soudan du Sud pour la dernière étape de son voyage sur le continent africain. C'est la toute première visite d'un souverain pontife au Soudan du Sud depuis que la nation à prédominance chrétienne a obtenu son indépendance du Soudan à majorité musulmane en 2011. Émeric Torroignon. Accompagné jusqu'au pied de l'avion par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, c'est en début d'après-midi que le pape François a décollé de l'aéroport de Kinshasa. Quelques heures plus tard, le pontife atterrit à Djouba, la capitale sud-soudanaise, pour la deuxième et dernière étape de sa tournée africaine. À sa descente, tapis rouge et honneur militaire pour souhaiter la bienvenue à l'hôte de marque. Le président Salva Kiir en personne est venu l'accueillir. Ici comme à Kinshasa, le cortège du chef de l'église catholique est salué par une foule en liesse. C'est la toute première visite d'un pape dans cette jeune nation secouée par des crises politiques et des violences intercommunautaires. Après le report de cette visite initialement prévue pour juillet dernier pour des raisons de santé du pontife, elle se tient finalement au grand bonheur de la population à majorité chrétienne. En fait, nous sommes en tant que Soudanais du Sud, nous sommes très heureux parce que depuis un an, nous attendons l'arrivée du pape et c'est très intéressant de le voir à Djouba vendredi. Nous sommes donc tous heureux et nous nous réjouissons des bénédictions du pape. Le souverain pontife sera rejoint dans cette visite de 3 jours par 2 autres dirigeants religieux. Le chef de l'église protestante, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, ainsi que le modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse, Len Greenshield. Les différentes communautés religieuses travaillent ensemble depuis plusieurs années pour la paix dans le pays. De ces 3 ecclésiastiques, les Sud-Soudanais attendent un message fort pour pacifier le pays. Je souhaite leur demander de dire à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités face à la violence qui continue au niveau local, dans les États régionaux. Je voudrais qu'ils disent aux Sud-Soudanais et à nos leaders d'arrêter d'alimenter les violences communautaires pour leurs calculs politiques égoïstes. Ce n'est pas la première fois que les autorités sud-soudanaises au plus haut niveau rencontrent le pape. En 2019, on se souvient de ces images qui ont fait le tour du monde. Le souverain pontife, un an après un accord de paix, avait reçu au Vatican les 2 frères ennemis, le vice-président Riek Machar et le président Salva Kiir. Il s'était agenouillé pour leur embrasser les pieds en les suppliant de faire la paix, un geste symbolique fort qui avait marqué les esprits. Et comme on vient de le voir, après l'étape de Kinshasa, le chef de l'Église s'est donc rendu aujourd'hui à Djouba, au Soudan du Sud, une visite très attendue. En témoigne cette initiative qui a mobilisé près de 60 jeunes pèlerins et chefs spirituels. Ils ont parcouru environ 400 km rien que pour voir le pape. Mathieu Nicolas. Les visages lumineux, brandissant des drapeaux à l'effigie du pape, les fidèles venus de la ville de Rumbek chantent des hymnes en chœur. Ce groupe de 60 pèlerins a parcouru près de 400 km à pied en 9 jours pour rejoindre la capitale afin de rencontrer le souverain pontife qui arrive ce vendredi à Djouba. Une visite qui remplit d'espoir les fidèles. Nous combinons les 2 aspects. Nous marchons vraiment pour la nation et nous marchons aussi pour nous rencontrer avec Dieu, avec le Christ.
Lors de cet événement spécial, le pape et d'autres chefs religieux viendront visiter ce pays. En chemin, je pense que nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés, juste la fatigue de la marche, mais nous nous sommes sentis soutenus par tant de personnes. En passant par les villages, il y avait tous les gens qui nous encourageaient, vraiment, dans cette aventure. C'est la première fois qu'un pape se rend au Soudan du Sud. Le pays, à majorité chrétienne, a pris son indépendance du Soudan, à majorité musulmane, en 2011. Depuis, le Soudan du Sud a connu une guerre civile dévastatrice. 380 000 morts, plusieurs millions de déplacés et une économie effondrée. La venue est considérée par ce groupe de pèlerins comme une occasion unique d'aller vers la paix. Nous avons décidé de faire ce voyage pour œuvrer pour la paix et ce n'était pas facile de marcher de Rumbek jusqu'ici. Ce n'était pas facile parce que nous n'avons même pas d'endroit confortable pour dormir. Il fallait trouver une école et y dormir ou une église. Ce n'était pas facile et nous avons décidé de le faire pour que, si la paix règne, nous puissions parcourir n'importe quelle distance sans rencontrer de problème en chemin. Le pape François célébrera une messe ce vendredi 3 février à Djouba et restera dans le pays 3 jours. 3 jours d'espoir, 3 jours d'espérance pour un pays dont le cœur crie un seul mot, paix. Et c'était un sujet de Souilas Bailly. En Israël, le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré hier jeudi s'être mis d'accord avec le Soudan pour signer un traité de paix. Déclaration faite au retour d'une visite officielle à Khartoum, la première pour un chef de la diplomatie israélienne. Je vous propose de l'écouter. Il y a moins d'une heure, je suis revenu de Khartoum. Je suis heureux de vous annoncer que dans le cadre de la visite, nous nous sommes mis d'accord pour signer un traité de paix entre le Soudan et Israël. Le Soudan est un pays arabe, musulman et stratégique pour Israël. La signature d'un accord de paix servira les deux pays. Elle renforcera la sécurité nationale d'Israël, la stabilité régionale et contribuera à l'économie. Le Tchad a inauguré jeudi son ambassade en Israël. La cérémonie s'est déroulée en présence du président tchadien de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en ouvrant une ambassade à Tel Aviv. Mahamat Idriss Déby est accusé par l'opposition de vouloir s'offrir le soutien des Américains et des moyens de surveiller ses adversaires. L'opposition accuse même la diplomatie tchadienne de clientélisme, alors que les autorités tchadiennes soutiennent que l'ouverture de cette représentation diplomatique s'inscrit dans la logique des efforts de raffermissement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ni l'armée ni le gouvernement burkinabé n'ont réagi dans un premier temps à ces accusations. Pourtant, une ONG a mis en cause l'armée burkinabé dans le meurtre d'au moins 25 civils, dont des femmes et un bébé, dans les localités de Piega, Sakouani, Kankankou. Ces exécutions auraient eu lieu lors du passage dans ces 3 localités situées le long de la route nationale 4 d'un convoi de plus d'une centaine de véhicules. 8700, c'est le nombre de réfugiés burkinabés qui sont arrivés ces derniers mois dans les localités du nord et du nord-est de la Côte d'Ivoire. Cet afflux de réfugiés est la conséquence de la multiplication des attaques des groupes terroristes au Burkina. Mathieu Nicolas pour plus d'explications. L'information a été révélée jeudi soir. 8700 réfugiés burkinabés auraient franchi ces derniers mois les frontières avec la Côte d'Ivoire. C'est le ministre ivoirien de la Défense qui l'affirme dans un communiqué à l'issue d'une réunion du Conseil national de sécurité présidée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité un afflux récent de réfugiés en provenance du Burkina Faso dans plusieurs localités du nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Les 8700 personnes en provenance du Burkina Faso auraient fui leur pays afin de trouver refuge en Côte d'Ivoire, notamment dans des localités situées dans le nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire, notamment dans les départements de Kong, Téini et Ouangolodougou. Pour venir en aide à ces populations, Abidjan prend les devants. Le président Alassane Ouattara s'engage à mettre en place des mesures d'assistance humanitaire pour ces réfugiés d'un pays frère. Cette assistance humanitaire inclura notamment l'identification de ces réfugiés
et l'aménagement de sites d'accueil appropriés pour ces derniers en attendant leur retour dans leur pays d'origine. Il y a un an, un bilan du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'inquiétait de l'afflux de Burkinabés en Côte d'Ivoire. À l'époque, l'agence onusienne comptait 7000 personnes. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien parle de 8700 réfugiés. Poussés par les violences des djihadistes, ces hommes et femmes, parfois avec des enfants, abandonnent leurs biens pour leur sécurité. Mais cette quête de sécurité les plonge dans une nouvelle insécurité. Manger et boire est souvent difficile, mais avec l'appui du gouvernement ivoirien, les 8700 réfugiés burkinabés pourront trouver un réconfort. Des peines de prison lourdes allant jusqu'à la peine de mort pour le meurtre d'un avocat au Kenya, l'extrême nord du Cameroun en proie à une attaque de Boko Haram et des coupures de courant en Afrique du Sud. C'est le reste de l'actualité réalisée par Suilas Bailly et Noël Dong. 3 policiers ont été condamnés vendredi au Kenya à des peines allant de 24 ans de prison à la peine de mort. Ils avaient été reconnus coupables en juillet dernier d'un triple meurtre avec torture. Willy Kimani, un avocat, son client Josepha Mwenda et leur chauffeur de taxi Joseph Mwiruri avaient disparu le 23 juin 2016 après une audience dans un tribunal de Nairobi. Leurs corps mutilés avaient été ensuite retrouvés dans la rivière Oldonyo Sabouk, au sud-est de la capitale. L'affaire avait provoqué l'indignation dans le pays. Un des policiers a été condamné à la peine de mort, les 2 autres policiers à 24 et 30 ans de prison. Une 4e personne, qui avait aidé les policiers à se débarrasser des corps, a été condamnée à 20 ans de prison. Les 4 condamnés ont annoncé qu'ils allaient faire appel de la décision. 4 villageois ont trouvé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une attaque attribuée par les autorités au groupe Boko Haram dans un village près de la frontière avec le Nigeria, dans l'extrême nord du Cameroun. Les terroristes ont tué 4 villageois dont 3 femmes et un homme dans l'attaque. Ils ont aussi mis le feu à une maison, volé des denrées alimentaires et du bétail, avant de se replier vers le Nigeria voisin. La région de l'extrême nord du Cameroun est devenue depuis 2014 l'épicentre de la violence de Boko Haram. En Afrique du Sud, déjà privés d'électricité, de nombreux Sud-Africains doivent désormais aussi se passer d'eau. L'absence ou l'irrégularité de courant perturbe le système d'approvisionnement. Depuis des mois déjà, chacun doit planifier des activités aussi banales que faire à manger ou une lessive en fonction du calendrier quotidien, consultable via une application, des coupures annoncées. Le redémarrage constant des machines, provoqué par les coupures de courant, multiplie les pannes. Les stations de pompage et de traitement de l'eau, qui ont besoin d'un flux constant d'énergie, sont durement touchées. À cela s'ajoute le vandalisme et la sécheresse. La porte-parole du ministère de l'eau et de l'assainissement, Wissane Mavassa, a assuré que le gouvernement travaillait avec les compagnies d'eau pour améliorer la situation, reconnaissant que la crise énergétique a un impact sur les infrastructures d'eau. Les corps de 8 migrants, dont 5 hommes et 3 femmes, ont été retrouvés jeudi à bord d'une embarcation en Méditerranée par les gardes-côtes italiens. 42 personnes ont survécu. L'île de Lampedusa, à une centaine de kilomètres à l'est des côtes tunisiennes, représente la première porte d'entrée en Europe pour les migrants arrivant d'Afrique du Nord. En 2022, environ 105 000 migrants sont arrivés en Italie et près de 5 000 depuis le début de l'année. Un chiffre en forte hausse par rapport à la même période des 2 années précédentes. Le sujet de l'immigration et de la gestion des flux de migrants sera à l'ordre du jour du prochain sommet extraordinaire de l'Union européenne prévu les 9 et 10 février prochains. Le futur de l'Ukraine est avec l'Union européenne. Ce sont les mots du chef du Conseil européen depuis Kiev. Aujourd'hui, les plus hauts responsables de l'Union européenne se sont réunis dans la capitale ukrainienne pour afficher leur soutien au processus d'adhésion de l'Ukraine au moment où les assauts russes redoublent d'intensité dans l'est du pays. Mathieu Nicolas. Drapeau de l'Union européenne et de l'Ukraine côte à côte, le symbole d'une relation assumée. Presque un an après l'invasion russe en Ukraine, les dirigeants de l'Union européenne se sont rendus sur le sol ukrainien. Un moyen d'afficher à nouveau leur soutien à Kiev, mais aussi d'envoyer un message fort à Moscou. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs annoncé la mise en place de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie.
Nous introduirons, avec nos partenaires du G7, un plafonnement supplémentaire des prix des produits pétroliers russes et d'ici le 24 février, soit exactement un an après le début de l'invasion, nous voulons mettre en place le 10e ensemble de sanctions. À l'occasion d'un sommet Union européenne-Ukraine vendredi, le sujet de l'adhésion à l'Ukraine au sein de l'Union européenne a aussi été mis sur la table. Kiev veut absolument en faire partie et souhaite commencer dès cette année les pourparlers. Pour l'Union européenne, tous les signaux semblent être au vert. Le président du Conseil européen, Charles Michel, estime que le futur de l'Ukraine est avec l'Union européenne. Nous serons à vos côtés pour reconstruire une Ukraine moderne et prospère, fermement ancrée sur notre voie européenne commune. Car il ne peut y avoir d'Europe sûre ou indépendante sans une Ukraine sûre et indépendante. L'Ukraine, c'est l'UE, l'UE, c'est l'Ukraine. Faisons en sorte que cela se produise. Gloire à l'Ukraine, vive l'Europe. Le symbole est fort et le signal envoyé à Moscou ne souffre d'aucun doute. La solidarité européenne est indéfectible. Pendant ce temps, sur le front, la guerre est toujours là. Kiev, lui, demande des livraisons d'armes plus rapides. Les autorités ukrainiennes espèrent reprendre la main sur le Donbass. Au Cameroun, la chambre haute du Parlement va être renouvelée le mois prochain et pour ce faire, les partis politiques se mettent déjà en ordre de bataille. Ils sont 13 au total, parmi lesquels l'UPC, le parti indépendantiste camerounais qui dévoile sa stratégie. L'annonce de sa participation a été faite par son secrétaire général hier à son QG. Reportage Mathieu Wemba et Arnaud Ayenga. Ils sont 13 partis politiques et la plupart de la mouvance présidentielle qui vont concourir à cette troisième mandature au Sénat camerounais. L'Union des populations du Cameroun, à travers son directoire, annonce et dévoile ses intentions. Nous avons 4 circonscriptions. Par ordre alphabétique, c'est la Damawa, le centre, le littoral et le nord-ouest. Et donc ça fait 4 dossiers pour 7 candidats et 7 suppléants dans chaque liste. Le directoire de l'Union des populations du Cameroun, sous la houlette de son secrétaire général Pierre Balaguer-Nkott, conduira les candidatures de l'UPC le 13 mars prochain au nom de l'avenir de ce parti à l'idéal républicain. Et aussi, la principale motivation, c'est la promotion de la démocratie. Et vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des gens qui ont lutté toute leur vie pour le droit de vote, et on ne comprend pas aujourd'hui que vous allez dans les pays où les femmes ont lutté pour le droit de vote, les hommes, les noirs et tout ça. Et on se trouve que les gens votent à 60-50% de participation, on ne comprend pas ça. Empêché de participer à la dernière élection municipale à cause des dissensions internes, l'UPC se lance à cette sénatoriale en évaluant froidement ses chances. Donc un vote sans l'union des populations du Cameroun a un goût amer dans ce pays, comme je l'ai dit. Le parti historique camerounais qui a lutté pour l'indépendance et a contribué à l'élaboration de la Constitution de 1996, instaurant le Sénat, mériterait donc de siéger dans la chambre haute du Parlement, pensent ses dirigeants. On attend que la chambre soit colorée, parce que je le dis bien, quand une fenêtre est ouverte, il y a la lumière. Quand plusieurs fenêtres sont ouvertes, il y a davantage de lumière et on voit plus clair. En attendant donc de dévoiler son programme de campagne dans les prochains jours, l'UPC, comme tous les autres partis en lice à cette élection, affûte déjà ses armes. Après Bordeaux en 2021 et Abidjan en 2022, c'est Yaoundé, la capitale camerounaise, qui s'apprête à accueillir l'exposition Mémorial, le récit d'une autre histoire, sous la houlette de l'Institut français de Cameroun en collaboration avec l'ambassade de France. 17 artistes femmes font découvrir au grand public camerounais des créations qui lèvent le voile sur les fléaux sociaux de leur communauté. Chimène Baleba et Pierre Parfait-Ndongo. Cette installation audio plonge tout de suite le visiteur dans l'histoire du Cameroun dans les années 1907 à 1909. Cette scène acoustique baptisée Memory of Understanding, dans un décor à la fois ancestral et moderne, présente un enregistrement mémoriel dévoilé pour la première fois au Berliner Phonogramme Archives. L'artiste aborde la question sur la restitution d'œuvres d'art. Il constitue une partie de ce travail de restitution d'œuvres camerounaises
importés illégalement à l'étranger que nous désirons faire revenir au Cameroun. Et j'ai recréé en fait un espace d'écoute où je vous invite à venir, à vous asseoir et écouter le passé, comment le Cameroun chantait et vivait il y a de cela plus de 100 ans. C'est l'avant-goût de Mémoria, récit d'une autre histoire, une exposition qui prend ses quartiers au Musée national de Yaoundé. Du 9 février au 31 juillet prochain, ce lieu chargé d'histoire sera le reflet de nombreuses œuvres d'art venues d'Afrique et de la diaspora. Il y a 17 artistes femmes des autres pays d'Afrique et de France qui sont venus spécialement pour créer, avec des matériaux camerounais, des œuvres pour le musée national. Un musée national n'est pas un musée dans une nation. C'est un musée qui s'adresse à toutes et à tous sans exclusivité. Une myriade de récits où des femmes saisissent leur expérience personnelle et culturelle pour dénoncer, proposer ou sensibiliser. Le cas de Béa Gilgacha, qui, à travers des matériaux de construction rudimentaires, souligne le rôle des enfants par le biais de cette représentation de ses progénitures. Pour moi, les enfants sont les guides, en fait. Ce sont vraiment les vrais guides qu'on devrait d'ailleurs plus écouter. Moi, les 2 enfants qui sont là, ce sont mes propres enfants que j'ai remis en sculpture et en les écoutant, j'ai appris tellement de choses sur moi. Parfois, je leur dis, mais vous êtes mes maîtres. L'Afrique regorge d'un immense talent, loin d'être exploré. Et avant de nous quitter, cette disparition. Ce vendredi, le couturier espagnol Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans. Visionnaire, le couturier se fait connaître en utilisant des matériaux très originaux, notamment du métal, pour la confection de ses collections, ce qui lui vaut le surnom de métallurgiste de la mode. Dans les années 70, il sort son parfum Paco Rabanne pour homme, le premier d'une longue série qui rencontre encore aujourd'hui du succès. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous et je vous retrouve lundi pour l'édition du soir. En attendant, continuez à vous informer sur Télésud.